bonjour. On va commencer la prochaine conférence de Florian Saffer. Donc, comment aider nos patients à faire la paix avec leur poids et leur assiette. Vas-y, tu peux y aller. C'est bon, c'est parti. Et bien déjà, bonjour à tout le monde. Très heureux d'être avec vous, même si ce n'est que virtuellement. Je vais être avec vous, mais la distance fait que ce n'est pas techniquement possible. Je voulais déjà commencer par remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Bravo, bravo pour le travail, bravo pour cette programmation. C'est vraiment chouette et je suis très honoré de cette invitation. Je vais vous parler aujourd'hui, et je vais essayer de respecter le timing. C'est pas gagné cette histoire, mais je vais faire mon mieux, promis. J'ai d'ailleurs invité l'équipe à me modérer si vous voulez que je dépasse. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce thème de comment aider nos patients à faire leur paix avec leur poids et leur assiette. Donc c'est des éléments que vous retrouvez aussi dans le bouquin que j'ai sorti là, le 12 janvier chez nos amis de Solar. Alors, le souci c'est que les diapos ne passent pas. Alors je vais faire autrement. Est-ce que là ça a bien changé de diapo pour vous? Oui. Tu parles au micro. Est-ce que vous avez bien la diapo quelques constats, c'est ça? Oui. Oui, super. Je ne suis pas hyper à l'aise avec la plateforme Meet, donc on va faire. Alors, quelques constats, des constats de cliniciens, c'est que le manque de flexibilité psychologique est la principale difficulté rencontrée par nos patients. C'est-à-dire que nos patients, quand ils viennent en libéral, ils ont rarement un manque de connaissances. Alors, ce n'est pas un problème de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'assiette, c'est plutôt un problème de finalement ce qu'on appelle la flexibilité psychologique, dit autrement l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une pression excessive, un autocritique fort, ils vont beaucoup se juger, je suis gros, je suis moche, je devrais perdre du poids, et il y a une confusion permanente entre ne plus souffrir, c'est-à-dire aidez-moi à moins souffrir de mon poids et bien vivre. Et à mon avis, cette confusion a été à l'origine de pas mal de problèmes dans le soin. C'est souvent un mode aussi tout ou rien, soit je fais attention, soit je ne fais pas attention, il y a les bons aliments et les mauvais aliments, et puis parfois des exigences très hautes, j'aimerais retrouver le poids de mes 20 ans, etc. On va aussi observer une confusion entre le poids, le problème de poids, et le problème avec le poids. Le problème de poids, c'est un problème biomédical. J'ai 20 kg de trop, je souffre de mon genou. Le problème avec le poids, c'est un problème de relation qu'on entretient avec le poids, et qui peut être totalement décorrélé du problème biomédical. Alors les deux problèmes peuvent coexister. Je peux avoir un problème de poids et un problème avec mon poids, comme je peux très bien avoir un problème de poids, c'est-à-dire un problème médical, sans avoir de problème de poids. C'est l'exemple d'un patient que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui est candidat à la chirurgie bariatrique, et qui me dit, moi je me fais opérer, je vais vers la chirurgie parce que mon corps souffre beaucoup de mon obésité, mais moi à titre personnel, je m'aime beaucoup, je me trouve très beau, je m'aime comme je suis. Donc ce patient-là a un problème donc, de poids, biomédical, mais il n'a pas un problème relationnel avec son poids, il n'a pas de problème avec le poids. À l'opposé, je peux vous parler de Sandrine. Sandrine, elle vient me consulter avec un BMI à 1,3, un BMI tout à fait dans les clous, un IMC tout à fait dans les clous. Par contre, elle me dit, moi je ne pourrais être heureuse que quand je ferai tel poids. Je ne pourrais être heureuse qu'à 55 kg, je ne sais quoi. Et là, on voit bien qu'elle n'a pas un problème de poids, mais bien un problème avec le poids. Et ça ne se traite pas de la même manière, et cette confusion est à mon avis l'origine de beaucoup de souffrances dans le soin, parce que les problèmes avec le poids ne se solutionnent pas dans l'assiette, ils ont même tendance à se compliquer dans l'assiette. C'est les régimes, etc., qui vont amener l'illusion d'un jour se sentir bien. C'est aussi la surdominance de la nourriture est également un problème. On va beaucoup, et de plus en plus, dans une société qui nous laisse entendre que manger est un problème. D'ailleurs, il est fréquent d'entendre les patients nous dire « j'ai un problème, je suis gourmand ». J'ai un problème, j'aime manger. J'ai un problème, je suis invité à manger chez des amis. Vous voyez un peu celle-là. C'est une surdominance du mode mon corps est du présent, le corps que j'ai aujourd'hui est un problème. Avec une idéalisation des fois du corps du passé, celui que j'avais quand j'étais mince, ou du corps du futur, celui que j'aimerais avoir si je perdais du poids. Et un désinvestissement finalement du corps du présent, parce que tout simplement ce corps du présent est un problème.
La nourriture sert à lutter, hein, donc sert à lutter contre. C'est des fonctions aversives de la nourriture. Je fais des efforts, pour l'instant je tiens, il faut bien, c'est difficile, je sais ce que je devrais faire. Où le rapport à la nourriture n'est plus un rapport basé sur la joie, mais un rapport basé effectivement sur la peur et la lutte. C'est une surdominance de la survie par rapport à la vie, c'est une surdominance de la logique du poids par rapport à la logique du corps, et je détaillerai un peu plus ces deux logiques, hein, du poids et du corps, parce que cette logique du poids, quand on est dans la logique du poids, on va changer d'axe temporel, et ça c'est extrêmement important à comprendre, on bascule sur un axe vertical par rapport à un axe, on désinvestit l'axe vertical pour passer sur un axe horizontal de la temporalité. Je vous rassure, je vais développer tout ça pour que ça soit moins abstrait. Donc on peut se poser la question, est-ce nécessaire d'aller vers un nouveau paradigme du soin diététique? En tout cas, je le pense. La question qu'elle va se poser, c'est est-ce un nouveau paradigme ou est-ce un retour aux sources? C'est certainement un paradigme, en tout cas, dans lequel on va passer du poids au corps. On va se désintéresser de l'histoire du poids pour revenir à l'histoire du corps. C'est ce que j'appelle l'amaigrissologie. L'amaigrissologie s'intéresse beaucoup plus au poids qu'au corps, mais c'est la source du problème. Hein. Je rappelle que ça a toujours été la diététique. Si vous vous intéressez à l'histoire de cette discipline, d'Ayata dans la Grèce antique, était plutôt une manière de prendre soin de soi. C'est souvent traduit à tort comme art de vivre, pas du tout, c'était plutôt une manière de prendre soin de soi. C'est passé d'une temporalité horizontale à une temporalité verticale, mais ça je vais le développer, et c'est passé de la survie à la vie. La nourriture, normalement, c'est de la vie qui rentre dans la vie. C'est du vivant qui vient équilibrer le vivant. Normalement, la nourriture devrait tout le temps nous mettre en joie. Et d'ailleurs, quand on quitte la table, quand tout va bien, ça fait du bien cette histoire. Ah, alors que pour beaucoup de nos patients, ça va être une question, la nourriture, c'est de la survie, c'est un problème, c'est du fight. Passer d'une alimentation de problème à une alimentation de solution, et ça c'est extrêmement important. Retrouver dans la nourriture la réponse à une solution à notre faim, à nos émotions, à notre santé, plutôt que voir dans la nourriture un problème. Pas évident dans une société où on fait nous raconter que la nourriture est un problème. J'illustre très rapidement, il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, on voit un médecin, pseudo-médecin, vous savez, les gens qui s'improvisent médecin nutritionniste, qui montrait un paquet de pépitos, je ne sais quoi, en disant regardez, ça c'est mauvais pour la santé. Or, un aliment à lui seul ne peut pas avoir d'impact sur la santé, nous le savons, hein, professionnels ou de la nutrition, c'est tout ce que je mange sur 40 jours qui impacte ma santé. Or, ce type de messages sont extrêmement anxiogènes. Extrêmement anxiogènes parce que dans notre inconscient, quand j'en mange, j'ingère du poison. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça et ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et c'est passé d'un repas équilibré à un repas équilibrant. Finalement, la notion de repas équilibré est totalement inintéressante dans le soin diététique. Elle ne donne aucune information sur la fonction. C'est-à-dire que normalement, quand vous passez à table, vous passez d'un état de déséquilibre à un état d'équilibre. Cet état d'équilibre, il est à la fois physiologique et émotionnel. Donc, la notion de repas équilibré n'est pas une garantie de repas équilibrant. Je vous donne un exemple, pour passer d'un état de déséquilibre à un état d'équilibre. Ce soir, je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'aurai besoin de quelque chose de chaud, de froid? Est-ce que j'aurai besoin d'un aliment salé ou d'un aliment sucré? Est-ce que j'aurai besoin d'une petite ou d'une grosse portion? Ça ne peut pas être défini de manière essentialiste. Ça ne peut être défini que dans l'action. Donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est le basculement d'un repas équilibré à un repas équilibrant. Donc un repas qui nous permet d'éprouver cette fameuse sensation de « ça fait du bien cette histoire ». C'est aussi simple que ça. Et c'est de passer de manger contre à manger pour. Manger contre mes kilos, manger contre ma gourmandise, manger contre mes émotions, à manger pour son bien-être, manger pour se faire du bien, manger pour s'équilibrer. C'est des changements de fonction. Nos comportementalistes, on va appeler ça des changements de fonction. Et c'est passer d'un corps problème à résoudre à un corps camarade. Et là, je pense que c'est le travail le plus important. Tant qu'on verra dans notre corps un ennemi, quelque chose qu'il faut modifier, contrôler pour être bien avec lui, on sera forcément dans un rapport de conflit. L'idée n'est pas forcément de trouver son corps magnifique, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. On a le droit aussi de trouver que notre corps a des caractéristiques qui ne nous conviennent pas, mais c'est de voir dans ce corps un bon camarade dont on va pouvoir s'occuper, prendre soin de la meilleure manière. Le nouveau modèle qu'on a développé ces 10 dernières années au centre de formation diététique et comportement que je dirige, ce que vous retrouvez dans le bouquin,
c'est finalement le modèle CAL. CAL parce que, non pas pour calories, mais pour connexion, action, libération. Ces trois manières de gagner en flexibilité, ces trois manières de faire la paix avec son corps, avec son assiette. Et je vais vous présenter succinctement ce modèle CAL et comment il s'intègre parfaitement aux soins diététiques. Hier, je présentais ce modèle à 100 collègues diététiciens qui étaient aussi curieux qui sont dans cette logique de changement de paradigme. Donc l'axe de la connexion, il me semble d'ailleurs que vous avez un atelier avec Jean-Jacques Paulin juste après, vous allez voir beaucoup de similitudes, donc le travail qu'il va vous proposer est exactement autour de cet axe de la connexion. La connexion, c'est aller vers soi, c'est extrêmement important. C'est l'axe en fait où on va aller vers soi, on va aller vers les informations que le corps nous adresse, comme les sensations alimentaires, la joie, la frustration, les envies, les aspirations. Qu'est-ce que me donne mon corps comme information? Je donne un exemple, si vous faites un régime amaigrissant, normalement votre corps va vous donner l'information que ça ne vous convient pas. Il va vous envoyer des informations de frustration pour vous dire « tu me traites mal ». Quand vous mangez à votre faim, au contraire, votre corps va vous donner des informations de joie. Quand vous vivez, quand vous prenez, je sais pas, vous faites du mouvement et que ça vous fait du bien, votre corps va communiquer avec vous. Connaître mon corps, c'est notre premier axe. Le deuxième axe, c'est les actions, c'est agir pour soi. Donc vous voyez, il y a toujours cette histoire du soi, on va aller vers soi, on va se rencontrer, c'est ce que je dis souvent à mes patients, on travaille, on va faire ensemble, on va aller à la rencontre de soi. C'est un peu plus de soi, quelque part. Et donc, du coup, on va agir pour soi, agir pour le corps et avec le corps. Agir pour répondre à nos besoins dans un contexte. Tiens, dans ce contexte-là, j'ai peut-être besoin d'un plat réconfortant, dans ce contexte-là, j'ai peut-être besoin d'une petite salade, dans ce contexte-là, j'ai juste peut-être besoin de voir du monde, parce que mon corps me dit que je souffre de la solitude. Rappelez-vous, les différents confinements, comme ils ont été néfastes pour notre santé mentale, on a vu une explosion, par exemple, des troubles des conduites alimentaires chez les adolescents, notamment de l'anorexie mentale, parce que, aussi, on a privé les gens d'activités ressourçantes. C'est devenir actif dans la manière de s'occuper de soi, c'est pas de l'action. Et c'est non pas des actions pour lutter contre, mais plutôt pour prendre soin d'eux. Des actions égoïstes, j'aime dire, égoïstes, tournées vers nous, vers notre petit bien-être, qui vont à la rencontre de nous-mêmes. C'est un peu plus de soi. Et puis la libération, c'est notre troisième axe, c'est se libérer de ce qui nous éloigne de nous. Tout ce qui va nous éloigner du soi, quelque part, ça peut être des pensées contrôlantes, ça peut être notre critique intérieure, t'es trop gros, t'es trop moche, ça peut être des règles rigides, tu n'as pas le droit de manger ceci, ça peut être des réactions inappropriées à nos émotions, tiens, je suis stressé, je me mets à dégommer la nourriture, ça peut être des routines inadaptées, comme, c'est pas le fait de fumer du tabac, etc., alors que ça ne nous convient pas, ou le fait de se peser en permanence alors que ça ne nous convient pas. Comment on va pouvoir se libérer? Donc c'est une articulation de ces trois axes, qui sont des processus en interaction qui permettent la flexibilité psychologique. Alors, justement, la connexion, si on commence par la connexion, c'est aller à la rencontre du vivant en nous. Ça, je pense que vous allez expérimenter ça tout à l'heure, c'est aller à la rencontre du vivant en nous, de la vie en nous, ce qui se passe en nous, ce qui est vivant. Et si on regarde dans la temporalité de la nourriture, je vous parlais d'axes verticaux, horizontaux, ça devait être un peu abstrait tout à l'heure, on va essayer de mettre du concret sur les axes. Si on regarde un petit peu, on a un premier axe, vous voyez, ce premier axe, il a une caractéristique, il est vertical et il va vers soi. Vous voyez, il y a des flèches qui orientent vers nous. C'est l'axe du moment présent. C'est l'axe de ce dont j'ai besoin dans le moment présent. Les informations qui m'indiquent, qui me permettent d'aller vers moi. Tiens, de quoi j'ai besoin? Vous voyez, par exemple, là, si je vais vers moi, là, maintenant, j'aurais besoin de sommeil, mon corps m'indique que je manque de sommeil, et j'aurais besoin de me dégourdir les jambes, et j'aurais besoin de boire un peu d'eau. Donc là, si je vais vers moi, mon corps me donne des informations qui vont me permettre, en fait, de répondre à mes besoins, et du coup, d'équilibrer la vie en moi. Ça, c'est extrêmement important. Et ça ne se peut se faire que dans le moment présent. Je ne sais pas ce qui sera équilibrant pour moi ce soir. Quand on a des problèmes d'image corporelle, on abandonne cet axe pour un axe, vous voyez, qui devient horizontal et qui a comme caractéristique, vous le voyez ici, de nous éloigner. On s'éloigne de soi parce qu'on va être dans le passé, dans le futur. Donc c'est un changement de temporalité où ma prise alimentaire va être conditionnée par le passé. Vu que j'ai déjà mangé du fromage à midi, je n'en mange pas ce soir.
et indépendamment des informations qui viennent vers moi. Vu que mon poids sur la balance la semaine dernière était trop haut, je dois me priver de nourriture pour que dans le futur il soit plus bas. Et donc du coup, c'est un axe qui va inclure tout le temps la notion de poids et qui va nous entraîner un changement temporel. Je ne mange plus pour le moment présent, je mange pour le passé ou le futur, je mange pour le poids qui ne me plaisait pas sur la balance ce matin, ou le poids que j'aimerais avoir dans le futur. Et du coup, tout devient anxiogène. Une invitation chez les amis dans le futur m'amène peut-être à anticiper cette invitation et à manger moins, indépendamment de mes besoins. Un repas excessif hier va m'inviter peut-être à me priver, indépendamment de ce que mes signaux m'envoient. Donc c'est un changement de temporalité, c'est un changement d'axe qui va tout simplement modifier le rapport aux émotions. Dans la verticalité, c'est la joie. C'est ce que les épicuriens, voilà, c'est les plaisirs épicuriens. Épicure, si vous lisez Épicure, en France on parle souvent d'épicurien pour parler d'hédonisme. L'épicurisme, c'est quoi? C'est tout simplement le plaisir de répondre à nos besoins. J'ai soif, j'ai plus soif. J'ai mangé un repas, j'ai plus faim, ça m'a fait du bien. Donc c'est un axe de joie, cet axe du moment présent. C'est un axe qui va nous permettre d'accéder à la joie, pas à l'excitation, à la joie, c'est pas la même chose. Alors que l'axe du passé et du futur est un axe de préoccupation. Parce que du coup, je suis toujours préoccupé. Et même quand j'ai perdu du poids, j'ai la préoccupation que dans le futur, ça remonte. Et donc, j'ai un changement de temporalité qui fait que je ne suis plus à la rencontre de moi, je m'éloigne de moi. Donc, il y a un axe qui est celui du corps, c'est l'axe vertical, et il y en a un qui est celui du poids, qui est l'axe horizontal. Donc, quand vous mangez pour le poids, généralement, quand vos décisions sont motivé par le poids, c'est un changement de temporalité. Vous n'êtes plus là, ici et maintenant. Vous avez abandonné le vivant en vous pour basculer dans un état préoccupé. Si on revient à cette connexion à soi, c'est aussi un état, la connexion à soi, où on va pouvoir être à la rencontre de nos 10 sens. Et dans l'un de nos 10 sens, il y a notamment l'interoception, cette capacité à s'écouter. On sait que c'est un bon indicateur de la santé mentale et des perceptions du corps. Plus votre interoception est développée, mieux vous vous sentez dans votre peau. Donc ça, on en a parlé, j'avance un peu, sinon je ne respecterai jamais le timing. Ça va se traduire dans la manière de se comporter avec la nourriture, d'être curieux des sensations avant le repas, de quoi j'ai besoin, des sensations après le repas. Est-ce que ce repas a été équilibrant, à quel niveau a-t-il répondu à ma faim? C'est aussi cette connexion, l'axe des émotions. C'est extrêmement important. Plus vous voyez dans vos émotions des choses qu'il faut éliminer de votre expérience, plus vous avez le risque d'avoir des problèmes d'image corporelle et des désordres alimentaires. Donc c'est un facteur important de savoir reconnaître une émotion en soi, c'est antagoniste à l'évitement. C'est quel message me fait passer mon corps. Une émotion est un message qui vise à l'adaptation. Donc soyons à l'écoute de ça, c'est aussi quelque chose de fondamental dans la relation de votre image corporelle. Se connecter aux expériences agréables corporelles aussi, c'est revenir aussi sur mon corps, me permettre de vivre des expériences agréables. Se libérer, finalement, de quoi on doit se libérer, et sur quoi doit porter le travail sur la libération, qui nous est si cher dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Notre mode, la survie, on est tout le temps en survie, dans la lutte, dans le contrôle, de nos schémas inadaptatifs, de notre conflit entre la tête et le corps, des réactions inadaptées. Tiens, quand je suis stressé, je mange des chips. De nos peurs, de la grossophobie qui a imprégné notre conscience, du regard des autres, de nos habitudes toxiques comme Instagram par exemple. Plus vous passez du temps sur Instagram, plus vous avez une probabilité de souffrir, plus votre estime personnelle risque d'être altérée, et plus vous risquez de souffrir d'un sentiment que votre corps est imparfait. Et notamment si vous avez des facteurs de vulnérabilité. Donc parfois, se libérer, c'est aussi se libérer d'habitude. Mais c'est aussi se libérer de notre cerveau qui bascule parfois, qui a deux modes, le mode de la vie, notre cerveau, quand il n'est pas stressé, il est optimiste, il est dans le soutien, la créativité, la tolérance, il est orienté vers notre bien-être, alors que quand on est dans la survie, il est focalisé sur le problème, qui peut être notre image corporelle, qui peut être notre kilo sur la balance, il va nous mettre la pression de nous focaliser. Et quand on est dans ce mode de la survie prend de plus en plus de place, on arrive à un état d'épuisement et de lutte. Une patiente me disait, ça fait 20 ans que je lutte contre mon poids. C'est extrêmement intéressant. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un de chaos dans l'histoire. Donc ça va être aussi un travail d'aider nos patients à identifier ces basculements dans le mode de la survie, ce qu'on appelle la métacognition. Peut-être après un repas excessif, où là je commence à me juger, en prévision d'une invitation, je commence à être anxieux, ou lorsque je regarde mon corps dans le miroir, là je suis en train de basculer dans le jugement.
c'est déjà mettre cette distance entre nous et nos pensées, nous et notre mental. Je ne suis pas mon mental, j'apprends à observer comment il fonctionne, ce qu'on appelle la métacognition. Tiens, voilà mon cerveau émotionnel qui s'emballe. Développer l'autocompassion, c'est un antidote aussi à notre survie, en mode de la survie, c'est remettre de la vie, l'autocompassion, arriver à être debout envers nous. Et c'est tout un apprentissage, je n'aurai malheureusement pas le temps de développer ici, dans notre travail autour de faire la paix avec son assiette et son corps et son poids. Ce travail sur l'autocompassion est fondamental. En gros, c'est d'apprendre à se comporter envers soi avec clémence, avec indulgence. Tu n'es pas obligé de t'infliger cela, tu as le droit de ne pas être parfait, tu ne te réduis pas à ton poids. Et d'apprendre à développer cette petite voix en nous qui vient adoucir ce qui est dur, comme on le fait naturellement pour un enfant qui se casse la figure, qu'on a envie de relever. Dans cette libération, il y a vraiment identifié ce conflit entre notre tête et notre corps. Et voilà, vous trouverez ça si ça vous intéresse, pour ceux que ça parle dans le bouquin. Il y a toute une série de questionnaires qui visent à mettre en évidence est-ce que je suis en conflit entre mes besoins finalement et ma tête. Je ressens souvent de la frustration en fin de repas, ce qui m'incite à grignoter. Et je me force à manger des aliments que je n'apprécie pas pour contrôler mon poids, etc. Ça, c'est extrêmement important pour nous, professionnels de la nutrition, d'identifier ces conflits entre tête et le corps, que certains appellent restrictions cognitives. Identifier nos schémas pour s'en libérer. Nos schémas sont c'est un petit peu comme des boutons sur lesquels on appuie et qui vont déclencher toute une série de pensées, d'émotions et de comportements. Vous allez retrouver plusieurs schémas qui vont interférer avec la relation qu'on a avec notre assiette et notre corps. Le schéma d'abnégation, c'est un schéma extrêmement rencontré en consultation diététique parce qu'il représente 45% des patients, en tout cas dans la patientèle que j'ai pu rencontrer ces 10 dernières années. C'est les besoins des autres, mes besoins sont moins importants que les besoins des autres. Donc, et c'est souvent associé d'ailleurs à des maladies qu'on appelait avant psychosomatiques, corps-esprit, parce qu'il y a une rupture avec soi, on s'éloigne de soi. Le perfectionnisme est certainement le schéma le plus délétère en termes d'image corporelle. Plus vous avez une forme de perfectionnisme rigide, plus vous avez de risque d'être en conflit avec votre assiette et votre image corporelle. Les schémas de carence affective, les schémas d'autocritique fort, vous savez, cette petite voix qui est tout le temps en train de nous rabaisser. J'ai pris l'exemple du schéma de perfectionnisme pour illustrer les questionnaires qu'on peut utiliser pour déjà les mettre en évidence, toutes les exigences très hautes en termes d'image corporelle, j'ai tendance à fonctionner en mode tout pour rien, je ressens de la pression constante qui me force à réussir, je me mets beaucoup de pression pour gérer mon poids, je ne supporte pas l'idée d'avoir un défaut physique. Donc c'est hyper important d'identifier ce schéma, parce que nous, notre travail, ça va être aussi simplement d'assouplir ces schémas. Mais déjà en prendre conscience de quel est l'avantage de mon schéma, mais aussi comment le schéma interfère avec la relation que j'ai avec mon assiette et mon image corporelle est fondamentale. Puis on voit l'impact aussi, on voit que quand on travaille avec un patient, le diététicien a un rôle central parce que lui il est vraiment au cœur des processus de changement comportementaux ou de connexion. Et ça demande aussi souvent systématiquement un travail interdisciplinaire avec par exemple des psychologues ou des psychomotriciens ou d'autres professionnels de santé. Détacher l'estime de soi de l'apparence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Plus votre estime personnelle est reliée à votre apparence, plus vous avez de chances d'être en souffrance avec votre image corporelle, plus vous risquez d'utiliser la nourriture pour lutter. Donc vous voyez, il y a toute une série de questions qui nous permet aussi de cibler chez un patient le rapport qu'il a entre son estime et son apparence physique. L'amour que je me porte dépend de mon poids sur la balance, est-ce que c'est vrai ou pas, entre 0 et 10, plus le score est élevé, plus il y a de risque de conflit. Mais déjà, de pouvoir l'identifier, en discuter, de travailler avec des outils autour de ça est important. Bien qu'on n'a pas d'outil magique, je ne vais pas vous vendre du rêve, il n'y a pas d'outil qui fait qu'on bascule dans un truc apaisé en une séance, mais c'est un travail, j'ai envie de dire, un peu de fond qu'on peut réaliser avec les patients. Je partage avec vous la lettre de Cathy dans ce travail qu'on fait sur la libération. C'est aussi un travail que j'aime bien proposer moi à mes patients, de faire des lettres, d'écrire la thérapie narrative. C'est douloureux pour moi de vivre avec cette pression, c'est dur de vivre dans un monde dans lequel on doit être parfait, performant, toujours au top. On me demande, alors, tu as perdu tes kilos de grossesse, tu as retrouvé ton poids?
comme si nous étions en compétition permanente. Être en surpoids, c'est être faible ou être sale. Je ne supporte plus ce monde qui met dans le cerveau des gamines toutes ces conneries toxiques. Je ne veux pas de ce monde pour mes enfants. J'aspire à trouver une forme d'apaisement. Je voudrais être moins sensible à ces messages, à ces injonctions. Je me souhaite du calme. J'aimerais me battre moins avec moi-même. Je me sens comme une petite fille, un enfant qui aurait besoin d'entendre qu'elle est très bien comme ça, même si elle n'est pas parfaite. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait avec cette patiente ici nommée Cathy, même si c'est un nom d'emprunt. Entraîner aussi cette distance par rapport à nos mécanismes de lutte. Donc travailler aussi sur la grossophobie. Moi, quand je travaille avec des personnes qui sont en situation d'obésité, qui sont victimes d'obésité, la très très grande majorité est victime de grossophobie, est victime de grossophobie médicale et a intériorisé le sentiment de honte. Et ce sentiment de honte, il est extrêmement important de s'en libérer, de transformer la honte en colère. C'est extrêmement important de transformer la honte en colère parce que ça va être aussi apprendre à s'affirmer, apprendre à dire stop, apprendre à dire non, apprendre à dire vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça, vous n'avez pas le droit de me discriminer, vous n'avez pas le droit de porter ces préjugés sur moi, soignants, amis, etc. Moi j'aime bien aussi travailler aussi sur cette histoire de dignité et de travailler avec les patients autour de ces possibilités d'être en paix, de développer ces mécanismes de paix intérieure. On en arrive à l'axe de l'action. Je vais un peu vite parce que j'ai ce défi de lire le timing. C'est réinvestir aussi l'action, parce que c'est dans l'action qu'on est vivant. C'est parce qu'on va vers soi par des comportements qu'on peut vraiment se sentir vivant. Les actions sont notre seule emprise sur le monde. Et comment on va pouvoir du coup avoir des actions non plus pour contrôler le poids, mais pour aller vers le corps, aller vers prendre soin du corps. Et vous voyez, il y a différentes... dans la thérapie d'acceptation, on vient bien parler du sens, à quel niveau ça sera important pour moi, le corps en mouvement, l'alimentation santé, l'alimentation plaisir, le repos, le look, les tenues vestimentaires, le sommeil, les loisirs, et comment on va pouvoir redevenir acteur, non pas pour lutter, mais pour se faire du bien, pour justement développer un rapport avec son corps qui soit sain, du coup en allant vers du optimal. Ça serait quoi être optimal dans mon alimentation santé? Ça serait quoi être trop? Être trop, souvent les patients ils savent bien, c'est cette rigidité. L'alimentation de plaisir, le repos, le look, comment on va pouvoir redevenir des acteurs de notre bien-être, des acteurs bienveillants avec un état d'esprit adapté. Revenir à un axe vertical dans notre assiette, on en a parlé. Je passe parce que ça a été développé. Comment on revient à la verticalité aussi dans nos actions. Prendre soin de mes besoins, c'est pour moi passer c'est pas la même chose, c'est un basculement de nouveau entre faire attention et porter de l'attention. Souvent, les gens qui sont en mode de la survie, de la lutte, ils vont vous dire je fais attention à la nourriture. Quand je fais attention, vous êtes presque sûr qu'ils sont en train de vous parler de contrôle, de lutte, de survie. Porter de l'attention, c'est d'aller vers soi, c'est de devenir ce petit observateur curieux des besoins. Et comment on va pouvoir les transformer en comportement pour prendre soin de nous. La nourriture est un cadeau dans cette logique-là, un cadeau qui va nous permettre de nous rapprocher de nous. Et puis développer un état d'esprit adapté, réguler son poids, d'ailleurs on peut aussi très bien travailler sur la régulation du poids, qui n'est pas la perte de poids. Pas la même chose, c'est pas tout à fait la même chose, c'est vraiment faire sortir la logique de la volonté. Ça demande d'accepter son poids et sortir de la logique de la volonté, logique archi-dominante chez nos patients. Le poids est une question de volonté. L'amaigrissologie va beaucoup dans ce sens-là. La nouvelle amaigrissologie que je vomis va dans ce sens-là aussi. Cette nouvelle amaigrissologie archi-présente sur les réseaux sociaux. On nous parle de reverse diet, de déficit de calories. Chaque fois que vous faites du déficit de calories dans le corps, vous allez potentiellement vous allez être en rupture avec vous-même et vous risquez davantage de prendre du poids que d'en perdre. Ça, c'est extrêmement important. Vous risquez davantage d'avoir des troubles psychologiques. Vous risquez davantage d'avoir des troubles des conduites alimentaires et vous risquez davantage de diminuer votre estime personnelle. Donc, cette mode du déficit de calories comme encore une énième solution, en fait, c'est du réchauffé depuis 70 ans, quoi. On sait que c'est à l'origine du problème. Je vous ai cité l'exemple de Léa. Je vous rassure, je vais être dans le temps. Et il me reste, je crois, 2 minutes. Je devrais être dans le timing. Léa elle me dit, c'est des témoignages que j'ai recueillis quand j'ai écrit le bouquin, j'ai commencé à avoir honte de moi. Depuis que je suis gamine, je consulte des diététiciens, des nutritionnistes, et on m'interdit le sucre, les bonbons, on me demande de manger moins.
moins de ceci, plus de cela, le juge, là, elle est trop gourmande, il faut la brider. Vous voyez, quand on lui dit il faut la brider, c'est la logique de la volonté. C'est ce que j'appelle la logique de la volonté. On a mis dans le cerveau de cette gamine la logique de la volonté. J'ai grandi avec l'idée que je devais contrôler ma nourriture. Toutes ces prises en charge m'ont fait comme faire prendre du poids. Mon rapport à l'alimentation s'est dégradé au fil des ans. Plus je multipliais les efforts pour contrôler mes repas, plus je mangeais de façon compulsive. J'ai commencé à avoir honte de moi. Je me disais que je n'étais pas capable, que si j'étais grosse, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi. Vous voyez, l'intériorisation des stéréotypes grossophobes. Aujourd'hui, j'essaie de sortir de cette logique de contrôle qui a largement contribué peu à peu à l'augmentation de mon poids, mais aussi à l'effondrement de son estime personnelle. Donc, nous, on va plutôt travailler sur réguler le système, remettre de la régulation dans le système, rire, s'amuser, c'est bête, mais un truc qui fait du bien à notre corps, c'est rire et s'amuser, c'est manger avec plaisir, c'est être à l'écoute de ses rythmes alimentaires, cultiver une vie sociale riche, se reposer. Vous voyez, moi, j'aime bien une société où on fait nous dire d'être performant, faire du sport, bouger, mais j'aimerais bien aussi qu'on me dise que c'est nécessaire de glander, de rien faire, de bouquiner, de ne pas toujours être dans l'action. C'est important de rire, il n'y a pas que le travail dans la vie, vous voyez. C'est stopper net l'agression, passer d'un pas de non-agression avec soi. Mon petit corps chéri, je m'engage à te traiter avec respect, à prendre soin de toi au mieux. Cela ne sera pas toujours facile pour moi, je te demande de me pardonner si je n'y arrive que partiellement. Voilà, c'est vraiment travailler autour de ce pacte de non-agression. Et puis on terminera là-dessus, et je pense être dans le timing à quelques minutes près. C'est comment on va réinvestir, se faire beau, se faire belle pour soi, dans ce travail psycho-comportemental autour du poids, autour de l'image corporelle, autour de l'aspect. Définir ses propres normes de beauté, se libérer des normes patriarcales. Ce qui est très important, c'est qu'on puisse travailler sur, non pas aller se faire belle parce qu'on nous a dit de nous faire belle, mais définir nos propres normes qui vont nous permettre de nous approcher de nous. Je vais avoir terminé. Se libérer, parce que sinon on est encore dans des normes patriarcales qui sont normées de l'extérieur. Comment on va pouvoir aller vers soi dans ce cheminement vers la beauté? Et j'ai une patiente qui me disait, moi, aller vers moi, finalement, c'est accepter mes cheveux pois, vaisselle, plutôt que tout le temps faire des couleurs. Et c'est là où j'ai l'impression de me rapprocher de moi dans la féminité. Et donc, c'est revenir en fait aussi à un axe vertical dans le fait de se faire beau ou belle, c'est oser se faire beau ou belle, indépendamment de nos caractéristiques, plutôt que tout le temps se référer au passé. Le corps que j'avais avant était beau, le corps que j'aimerais avoir dans le futur. Revenir là, ici et maintenant, avec nos caractéristiques telles qu'elles sont, pour réinvestir le beau là, ici et maintenant. Et donc, je vous remercie pour votre attention. C'était un vrai défi de tenir le timing, mais je crois que je m'en suis pas mal sorti. Je crois qu'à la minute près, je suis bon. Donc, merci pour votre attention. Deux diapos en arrière. Je ne sais pas s'il a entendu. J'entends pas du tout, j'entends rien. Je disais, j'ai raté une diapositive. Est-ce que vous pourriez en remettre une ou deux diapos en arrière? Parce qu'on n'a pas eu le temps de lire. Tu voudrais que je revienne 2 diapos en arrière, c'est ça? Oui, si possible. Merci beaucoup. Celle-là? Encore une. Ouais, celle-là. Merci beaucoup. Mais tu retrouves tout ça dans mon bouquin qui est honnêtement formidable. Moi, je le trouve mais qu'est-ce qui est formidable ce bouquin? Florian? Oui. Oui, vous évoquez 70 ans de régime finalement. Personnellement, j'ai tendance à penser que la question de l'obésité est finalement un scandale sanitaire au sens où pendant 70 ans, on a essayé de faire... Je te coupe, j'entends absolument rien. Je pense qu'il faut que tu formules ta question à un des membres du comité d'organisation qui puisse me la reformuler parce que j'entends rien du tout. La voix est trop faible ou je parle trop vite? En fait, c'est faible, il y a l'écho. Donc ça, j'entends... En fait, le micro, il est là. C'est pas compréhensible. Je suis encore mobile, j'espère, pour quelques années. Le micro, il est juste là, ouais. D'accord, c'est là. Voilà, c'est Là, c'est parfait. J'avais pas entendu la voix. Bon, voilà ma question. Tu
tu as évoqué ces fameux 70 ans de façon d'envisager le surpoids. J'ai tendance à dire que c'est un peu un scandale sanitaire, cette question d'obésité, parce que pendant 70 ans, on a essayé de faire maigrir les gens avec des moyens qui les ont fait grossir, et que je n'entends pas les officiels de la santé remettre ça en question encore. Je suis tout autant scandalisé que toi, et je crois que d'ailleurs, moi en tant que diététicien, ma profession doit faire le deuil des stratégies qui ne marchent pas, doit faire le deuil qu'on puisse aussi tout le temps être... Le diététicien a aussi une croyance comme quoi il a un pouvoir magique, quoi. Moi, c'est un truc que j'observe. Il y a qu'à suivre nos méthodes, si on prend du temps, ça diminuera le poids, etc. L'obésité est une maladie faiblement réversible, voire irréversible. On voit bien même que les chirurgies de l'obésité ne garantissent pas la stabilité du poids, que c'est des maladies très très complexes, et on doit vraiment effectivement sortir de cette idée qu'il suffirait d'avoir la bonne méthode, qu'il y a un truc pour perdre du poids efficace, et c'est bien pour ça que j'ai parlé de réguler le poids plutôt qu'en perdre, parce qu'à titre personnel, je pense que celui qui a un moyen de faire perdre du poids aux gens quand le poids remonte, aura un prix Nobel. On n'en est pas là, malheureusement, et d'ailleurs les patients ne vont pas vers la chirurgie de l'obésité par faiblesse, ils vont parce que c'est un traitement qui est le moins pire aujourd'hui, quoi, hein, et qui a le mérite d'exister. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour moi, c'est qu'on est encore dans un logiciel grossophobe. On n'a pas changé de paradigme. On a un peu assoupli les trucs, on a mis de la pseudo-bienveillance, mais on n'a pas changé les paradigmes. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, je pense même, en tant que professionnel de santé, si vous avez été victime d'un amaigrissologue qui vous a collé au régime et que ça a dégradé votre santé mentale et ça vous a fait grossir, idéalement, il faudrait porter plainte. Parce qu'un soignant ne peut pas nuire. Je suis soignant, je ne peux pas nuire. Donc si un soignant vous a nuit, parce qu'on sait que les régimes c'est mauvais pour la santé, donc si vous avez été collé au régime, je suis bien, dans un monde parfait, il faut porter plainte. Parce que c'est une maltraitance médicale qui n'a pas lieu d'être. Mais moi c'est mon côté un peu militant, mais j'imagine que tu le partages avec moi, on se rejoint. Soyons forts, je pense qu'effectivement on va beaucoup gagner quand les associations de patients et les professionnels vont encore mieux travailler ensemble parce que c'est ça, c'est aussi ça, il faut écouter les patients. C'est les experts, c'est maltraitance. Ils sont les grands experts, c'est maltraitance. En fait, je pense que quand il y aura des questions, s'il y en a encore, il faudra que tu les répètes qu'on l'a dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, merci beaucoup Florian pour cette intervention. Et donc, merci à tout le monde. Il y a pas d'autres questions, ça va être question. Les gens posent plus de questions parce qu'ils ont peur de mes réponses un peu enflammées, c'est ça. Merci pour tout. Et puis, j'espère que vous enchaînez avec Jean-Jacques Collin sur... il y a 15 minutes de pause et après on va enchaîner avec le docteur Rollet. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Ah. Essaye d'arranger tout ça. Ouais, si tu peux faire une annonce micro. Je vais envoyer. Du coup, je vous invite à prendre une pause café et à aller voir les stands par la droite. Oui, on a 15 minutes de pause. Voilà. Alors, on est passé par la session à ça se passe. Merci.